Bonjour Philippe. Bonjour Pedro, salut Eric, vous allez bien? Salut Péro, Bien, pas attends, Péro, t'es en mode ah, miroir, donc voilà, c'est mieux. Bienveillance paysanne. J'aime bien le t-shirt. Le t-shirt, Ah zut, comment on appelle ça? Le poster. Oui, le poster, il m'a été refilé par un copain de la Confédération paysanne. Tu sais que j'échange là sur ma chaîne, j'en fais une tous les 2 jours souvent, mais des fois les gens ils n'ont pas le temps d'assimiler toutes les infos qu'on leur balance. Donc à partir de samedi, j'ai le secrétaire national, j'ai fait une émission sur ma chaîne, j'essaye de faire 30-40 minutes, pas plus, mais je les réinviterai, hein. J'ai le secrétaire national de la Confédération paysanne qui donne son point de vue sur la situation actuelle. 2 jours après, je mets le secrétaire national du MODEF, Mouvement de défense des exploitations familiales. Et 2 jours après, je mets la présidente, là c'est une présidente, Véronique Le Floch, coordination rurale. Donc comme ça, les Dis gens, donc. ils vont pouvoir juger, d'accord ou pas d'accord. Voilà, ils vont nous dresser un bilan. Non mais très bien, très bien. C'est vrai que alors, Georges qui m'envoie un message instant. Oui, je reçois. Non, parce qu'avec son brouillage, je crois qu'il essaye désespérément de se connecter pour nous. Donc, mais alors, dis-nous, c'est quoi à l'heure actuelle? Parce que Bayrou, tout ça, on nous avait promis qu'on allait aider les paysans. Non, J'ai pas alors, l'impression qu'on ait avancé d'un iota. non, non, ça n'a pas bougé. Alors, bon, la situation, malheureusement, on se répète, mais la situation se dégrade d'année en année. Il y a une fatigue généralisée pour ceux qui sont installés depuis longtemps. Il arrive encore à entraîner quelques jeunes. Alors, dans les jeunes, il y a plusieurs profils. Il y a ceux qui restent dans le système dans lequel moi je me suis installé, qui est un système, on va dire, semi-industriel ou industriel. Et il y en a d'autres, souvent ceux qui ont un peu voyagé, qui ont fait des formations, qui ont été à l'étranger, qui vont s'installer complètement différemment dans des fermes plutôt plus petites, sur des bases, on va dire, de circuits courts. Pas tous, mais en gros, c'est ça. Et donc là, la situation, il y a beaucoup d'arrêts. Les coopératives et tout, ils essayent de mobiliser pour essayer de trouver du lait, essayer de trouver des canards, essayer de trouver des cochons. Parce qu'il y a une déprise importante, c'est-à-dire qu'on est nombreux à acheter l'éponge, bien sûr, avant d'être à la retraite, hein. Alors, soit par dépôt de bilan, soit par la vente, soit en recherchant un repreneur, soit aussi en gardant la ferme et en faisant de la double activité, mais en arrêtant l'élevage, hein. Et en fait, ce qui fait partir les gens, c'est l'usure généralisée du manque de revenus, puisque, bon, alors eux, ils balancent les chiffres, l'INSEE, du bénéfice agricole, qui est le bénéfice d'entreprise, mais le salaire réel, c'est que 80% sont en dessous du SMIC brut, et il faudrait que 100% des paysans soient au salaire moyen des Français, qui est de 2650. Travailler 7 jours sur 7, investir 200 000 ou 1 million d'euros, c'est pas possible de faire ça avec 1 000 euros ou 1 200 euros ou 800. Tu vois, par exemple, si on cumule RSA et prime d'activité, on est entre 50 et 60 000 à toucher la prime d'activité et RSA, les deux cumulés. Et il y en a beaucoup qui ne le demandent pas parce qu'ils ont honte. Ça veut dire que si on prenait les gens éligibles, je pense qu'on est peut-être autour de 100 000 à pouvoir bénéficier du RSA. Donc, il y a un gros problème, hein, avec 80 ou 50 hectares ou 100 hectares, et puis avec des chiffres d'affaires. J'ai un copain à Orsol, là, en lapin, il fait 680 000 euros de chiffre d'affaires, il a 8 000 euros de revenus annuels. Bah, moi, je sais pas, mais on peut pas continuer. 8 000 € annuels. 8 000 euros, oui, annuels, qui déclarent Mhm. les revenus. Donc, tu fais 8 000 divisé par 12. Non, Et mais il a des crédits, je suppose. bah, ils remboursent. Attention, tout n'est pas sur amortissement. Il y a une partie des bâtiments qui sont payés. S'il était en amortissement total, de toute façon, aujourd'hui, avec du bâtiment neuf, on n'est pas capable de renouveler. Non, Sauf, mais juste pour que tu dises bien, quand tu dis 8 000, c'est son bénéfice d'exploitation ou c'est en gros, ce qui reste après avoir tout payé ouais, ou c'est ce qu'il c'est a juste. déclaré, c'est ce qu'il a déclaré au service des impôts. 8 000 D'accord. euros. Tu fais 8 000 divisé par 12. Donc, si tu n'as pas ta femme qui est infirmière, aide-soignante ou autre, t'es mal, hein. Tu peux même Oui, pas. c'est ça, c'est en gros, il lui reste 8 000 € pour vivre. Tout le reste, c'est mangé par le reste. C'est ça. De toute façon, aujourd'hui, le parc matériel n'est pas renouvelé,
Donc, comme le gouvernement protège ce modèle-là, il donne des subventions. Il y a jusqu'à 65% de subventions pour renouveler le matériel. Je ne sais pas si tu imagines. C'est comme si demain, dans Paris, on donnait 65% de subventions de l'État pour renouveler les voitures. Je ne sais pas si tu vois où on est rendu, de quoi on parle. Hein. Et dans les bâtiments, c'est entre 40 et 50% de subventions. Et souvent, après, on fait appel aux entreprises pour monter des panneaux solaires. Parce que l'entreprise, elle va poser la coque du bâtiment, elle va récupérer les dividendes des panneaux solaires pendant 20 ans. Par contre, nous, on fait un bâtiment. Le bâtiment, on n'a pas à le payer. C'est l'entreprise qui pose le bâtiment, il récupère les dividendes des panneaux solaires pendant 20 ans. Nous, à notre charge, il faut aménager l'intérieur, si tu veux. Mettre les barrières, les bétons, ça, c'est à notre charge. Mais la coque du bâtiment, c'est l'entreprise qui la pose. Donc, c'est pour ça que tu vois beaucoup de panneaux solaires aujourd'hui. Parce que sinon, financièrement, ça passe pas. Mais en fait, Et donc, si tu veux, là, tu verras les intervenants, mais bon, voilà, mais notamment, je pense à Didier Gadéa, viticulteur dans l'Hérault, tu vois, Montpellier, pour te situer là-bas, maraîcher viticulteur, comme il dit, il revient 4 centimes net sur un verre de vin qui est servi dans un restaurant au viticulteur. La marge nette, c'est 4 centimes du verre. Il faudrait que ça soit le double, il faudrait que ça soit 8. C'est pareil pour le lait, il reste 3-4 centimes. attends, tu parles sur un verre qui t'est vendu à 8 euros par le restaurateur? Le mec, il se fait 4 centimes. Soit vendu à, oui, 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 il reste 4 centimes. Donc, tu vois un peu le travail. Donc, il faudrait que c'est les 6,50 € de matières premières sur un caddie de 100 euros. Il y a 6,50 € de matières premières agricoles dans un caddie de 100 € de chez Super U, de chez Leclerc ou chez Carrefour. Et au lieu que ça soit 6,50 € pour le paysan, faudrait doubler. Faudrait être à 13 pour nous. Mais ça ne veut pas dire doubler le prix du steak, doubler le prix du yaourt. Attention, on se comprend bien. Ça veut dire revoir la chaîne de valeur, la répartition des marges. Ça ne changera rien pour le consommateur. Mais ça, ni Hollande, ni Sarkozy, ni personne n'a voulu. Et alors, ils sont quand même un peu gonflés. Parce que je vais vous en apprendre une belle. Il y a le débat en France sur les énergies renouvelables. On en pense ce qu'on veut. Il y a le mix énergétique. Alors, il y en a qui disent qu'il faut 50% de nucléaire. D'autres vont dire qu'il faut 60, 70. Bon, ça, c'est un débat national. Une fois qu'on est arrêté là-dessus, il y a une partie énergie renouvelable. Vous êtes d'accord? À côté du nucléaire qui existe. Éolien, méthaniseur, photovoltaïque, agrivoltaïsme dans les champs. Eh bien, tenez-vous bien. Là, vous allez être surpris. Les élus et nos responsables professionnels, sur les projets qui vont se monter maintenant, agrivoltaïsme, photovoltaïque, ils vont essayer d'élargir ça, parc éolien aussi, ils sont en train d'y travailler, ils veulent un partage de la valeur. Vous m'avez bien entendu, ils veulent un partage de la valeur. C'est-à-dire que les porteurs de projets, les sociétés qui montent ces parcs-là, ils veulent que la Comcom, la communauté de communes, la communauté d'agglo, les élus, pourquoi pas en chambre d'agriculture, ils prennent des actions dans la société, mais attention, une fois que le projet est validé, une fois qu'ils l'ont bossé pendant 3 ans, qu'ils ont les permis de construire, les élus, ils arrivent, ils disent, nous, on veut être partie prenante parce qu'on veut un partage de la valeur. Alors celle-là, elle est bonne. Parce que ils ne demandent pas un partage de la valeur chez Bigard, ils ne demandent pas un partage de la valeur chez LDC, le numéro 1 de la volaille, ils ne demandent pas un partage de la valeur chez le géant du cochon, la Coperle, qui a une usine de sélection en Chine, hein. Et puis ils demanderaient un partage de la valeur sur des énergies renouvelables construites chez un paysan. Bah, Attends, tu es en train de me dire que tu as des collectivités locales, oui, imaginons que toi tu mettes une éolienne qui vienne et qui dit: «Bon, tu es bien gentil, Philippe, là tu gagnes un faut pas que tu t'en sortes quand même, hein, là tu as augmenté ton revenu, tu nous reverses quelque chose?» voilà. Alors ça commence avec le Et attends, photovoltaïque. juste pour te dire, c'est pas le truc qui a déclenché la Révolution française en France, c'était qu'on taxait trop le tiers état? Non, mais je dis ça, je dis rien, mais D'ailleurs, tu me tends la perche, tu m'as donné une idée. J'ai pas connu ça, mais mon père m'en a parlé. Les réserves d'eau. Il n'y avait pas de bulles à l'époque, hein. Il les faisait dans les vallées parce que c'était fait à la main, hein. Et il y a eu à la Révolution, ils avaient taxé les plans d'eau, ils avaient imposé les plans d'eau des propriétaires terriens. Et de colère,
ils avaient crevé les chaussées pour défoncer les étangs, les paysans. C'est mon père qui m'avait raconté ça. Mais alors là, ils sont sur un partage de la valeur. Alors c'est rigolo, parce que quand c'est des grands groupes privés agroalimentaires ou la grande distribution, on nous dit non, 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 vous avez que 6,50 €, mais on peut rien faire. C'est le marché, c'est le libre-échange, c'est la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux. Et là, maintenant qu'il va se faire des projets éoliens ou autres, ils veulent rentrer dans les projets pour avoir un partage de la valeur. Ah, Alors est-ce qu'ils financent au moins? non, Ou juste i ah oui, donc en fait, c'est une espèce de j'allais dire j'allais inventer un néologisme, il y a le droit de cuissage et le droit d'éolianage, mais ça n'existe pas. Bref, c'est ou de photovoltaïquage, c'est-à-dire que d'un seul coup, toi, pour t'en sortir, tu essaies de on va dire paysan, tu vas essayer de diversifier pour essayer de survivre, hein, on parle même pas, pour éviter le suicide et les mecs ils disent: «Bon, quand même, faudrait pas que tu te sortes trop la tête de l'eau. Si ça sort juste les narines, c'est bon, hein, faut pas sortir toute la tête». alors c'est prendre des parts. Une fois qu'ils ont fait le boulot, qu'ils ont déposé le permis, ce qui prend de 2 à 4 ans quand même, ces études-là, hein, eh bien, ils vont vouloir, avec une société qu'ils ont déjà montée, hein, ils vont vouloir que la société prenne des parts pour avoir des dividendes, puisque après les parts qui durent pendant 40 ans, sur les bâtiments c'est 20-25 ans, hein, et donc, sachant que une autoroute qui passe sur un territoire, une éolienne, les parcs agrivoltaïsme, la commune touche une somme chaque année, ils reversent déjà, c'est prévu, la communauté de communes touche une somme et il y a une partie qui remonte au département. Je vous retrouverai les chiffres, mais c'est pas des Mais petites attends, sommes. tu payes déjà en tant qu'agriculteur, tu payes déjà la CFE, non? Tu veux dire la CFE, La taxe, foncière alors, oui, la taxe foncière, ah bah les impôts fonciers, non, oui. non, mais pas c'est Eric, reviens, toi Oui, tu c'est le spécialiste de la fiscalité. les La impôts. CFE, Ouais, ouais. c'est la CFE, La c'est quoi? CFE, c'est ce qui remplace la taxe professionnelle. Alors non, nous on paye Les, déjà. D'un point de vue fiscal, les agriculteurs ont souvent un régime de faveur Oui, parce qu'il y a des choses particulières. Les avances aux cultures, c'est pas une problématique qu'on va retrouver dans d'autres secteurs d'activité, par exemple, des choses comme ça, quoi. les avances aux cultures, elles sont faites par l'agroalimentaire, elles sont faites par la coopérative. Mais nous, on paye des Non, non, impôts. non, mais en comptabilité, il y a un système d'avance aux cultures. Ah oui, Moi, voilà, Parce que j'avais vérifié des agriculteurs, donc j'avais découvert tout cet aspect-là que je connaissais pas du tout. Il y a non, vraiment des trucs très particuliers. Mais parce qu'on soit bien clair. là, j'insiste, Pedro, c'est intéressant, c'est que dans le modèle capitaliste, bah, tu sais bien comment ça se passe. Et là, maintenant, sur les certaines énergies renouvelables, ben, c'est des propositions concrètes, hein, ils sont en train de les étudier. Ça voudrait dire que demain, on pourrait imaginer qu'à l'échelon d'une aglo ou d'une Comcom, ils disent à Vinci, nous, on va prendre des parts dans votre groupe, Vinci, et on demande un partage de la valeur sur l'autoroute entre Paris et Le Mans. Tu vois, ouais, la comparaison, c'est la même. tout à Non, fait. mais tout à fait, non, mais c'est ça qui est hallucinant, c'est-à-dire que à la limite, imaginons et ça, ce serait sain, que la communauté de communes, par exemple, fasse un crédit à taux zéro sur 70 ans à l'agriculteur pour financer le truc, tu vois? Oui, Là, effectivement, tu serais mais juste arriver a posteriori pour taxer tout, c'est n'importe quoi parce que le principe de l'impôt, c'est que l'impôt, c'est de la redistribution. La redistribution, par exemple, quand on paye, des charges, patronales ou sociales, ça correspond, c'est du moins, cotisations plutôt, on va les appeler comme ça. C'est pour ta retraite, c'est pour ta sécu, c'est pour ton chômage. Ça c'est fléché. Quand on paye des impôts, à l'époque, la taxe d'habitation, c'était fléché vers des services. Quand on paye la TVA, c'est fléché. Là, on est sur une taxe, un espèce de droit, fait du prince, de communautés d'agglo qui se disent: «Il faudrait pas que certains gagnent trop, alors qu'on est sur des populations qui ne sont dans une logique que de chercher un moyen de s'en sortir».
Voilà. Que Alors, c'est bien ça, parce que si tu veux que les élus demandent un partage de la valeur et de prendre des parts dedans, ils disent autrement ce qu'il faut faire, faudrait une dizaine d'agriculteurs qui participent au projet. Ça veut dire qu'ils veulent pas qu'il y ait un agriculteur ou dans une société, des fois on est trois, quatre associés, ils veulent pas que ça bénéficie à une exploitation. Alors que l'agro-industrie, Bigard, bah Bigard, c'est Bigard. Je crois pas qu'ils vont aller demander un partage de la valeur quand Bigard il met des photovoltaïques sur ses toits, hein, ni à Michel-Édouard Leclerc. Hein. Enfin, j'ai pas entendu parler de ça toujours. Hein. À mon avis, ils vont pas s'y frotter. Hein. non, mais bien sûr, non, mais c'est facile de s'attaquer aux petits. En plus, généralement, l'agriculteur, il est pas très mobile. Tu peux pas déplacer tes champs, Non. donc mécaniquement, tu es là. Donc s'ils arrivent, c'est surtout au lieu de se dire: «Tiens, il va créer de la valeur, cette valeur, il y aura théoriquement un agriculteur qui va mieux», c'est un agriculteur qui peut commencer à embaucher plus. Ah, puis Embaucher il y a l'obligation de garder une activité agricole, il y a l'obligation de faire de l'élevage, etc., etc. Donc, de toute façon, tant qu'on restera dans des déséquilibres comme ça, qu'il n'y aura pas de revenus, tant qu'on sera pas qu'on sera pas, je dirais, au salaire moyen ou au-dessus du salaire moyen, et qu'il y aura trop de déséquilibres, et qu'on revoit pas le modèle, qu'on revient sur une base d'un modèle charte de la Havane, l'OIC, Organisation internationale du commerce, mondiale, hein, où on fait des échanges, mais pas des échanges au niveau où on est là. Parce mmh. que nous, c'est pas possible. On peut pas faire des échanges avec des gens qui ont des SMIC à 200 euros. On exploite les paysans dans le monde, partout, en Afrique, et on détruit notre agriculture à nous. Donc, ça peut pas fonctionner. Et pourtant, on sait que la solution existe. En Italie, il y a le parmesan. Je suis en contact avec des Italiens. Ça les rémunère. Chez nous, on a le maroilles, le beaufort, où on a fait des appellations d'origine. Et là, on sait que ça rémunère les agriculteurs. Bon, mais pourquoi on n'est pas capable de le faire à l'échelon national? De dire on fait des échanges, oui, mais on se tire pas une balle dans la tête quand même. Alors, Jasmine en parle, mais elle a raison d'en parler. En Guyane, ils ont fait la taxe soleil. C'est pas mal ça. Donc alors, c'est le terme, donc c'est l'appellation populaire, donc désignant une redevance imposée aux propriétaires de panneaux solaires en autoconsommation, notamment en Guyane. Et donc c'est depuis le janvier 2025. Donc ils ont constaté, de nombreux, foyers équipés de panneaux photovoltaïques ont constaté une augmentation significative de leur facture d'électricité, parfois jusqu'à un doublement par rapport à l'année précédente. Cette hausse est principalement, attribuée à la prime d'utilisation du réseau. Donc, oui, c'est-à-dire qu'on laisse pas les gens s'en sortir. C'est le problème. Le problème, c'est on serait dans un état qui pousserait une économie saine, avec un plein emploi partout, on pourrait dire, et avec tout le monde qui se gave, tu aurais 14 4x4 dans ton jardin et une exploitation avec 14 000 vaches et 200 employés, on pourrait: «Hey, tu Philippe, tu pourrais quand même redistribuer». Mais là, on est face à des gens qui ont le choix entre on va dire, l'esclavage ou la mort, et on leur dit: «Alors, quand même». Non mais moi ça me révolte, en fait. Ça me révolte parce que Et ah, ce, et ce modèle, attendez, 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 on a une surprise. Bouge pas Philippe, regarde qui est là. Qui est là? Tu es où toi? Dis-nous. bravo. Il Bonjour est à là. tous. Bonjour, Est-ce que vous m'entendez? très bien. Très bien. Oui. Notre boucan. Bon, vous voyez, je suis obligé de descendre dans le métro et assez loin du centre. C'est la station de l'université parce que en fait tout est paralysé et bloqué en termes de connexion. Mais je sais pas pourquoi dans le métro ça marche. Peut-être parce que les drones ne peuvent pas rentrer dans le métro. Voilà. Donc c'est l'endroit où ça fonctionne. Et sinon dans le reste de Moscou ça marche pas. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de 5G. Alors, c'est quoi l'ambiance? Attends un instant.
C'est quoi l'ambiance à Moscou, là? Oui, tu disais, Pedro? C'est quoi l'ambiance à Moscou? Ouais, c'est extrêmement festif, il fait beau. Et on a la même impression qu'à Kazan quand on y était, Pedro. Il y a énormément de gens. J'ai croisé plein de Brésiliens, ça va te faire plaisir. Plein de Brésiliens. Il y a des Palestiniens, beaucoup de drapeaux palestiniens. Des Serbes, des Salvadoriens, des Vietnamiens, évidemment, et des Coréens. Enfin bon, bref. Il y a énormément de gens. Il y a des Chinois, beaucoup d'Africains de différents pays. Voilà, pour célébrer la victoire sur le nazisme. Alors évidemment, c'est aussi une réunion géopolitique, mais je souhaitais préciser, ce qui est quand même très intéressant, c'est que malgré la guerre, malgré le fait que la France soit quasi co-belligérante en Ukraine, les Français sont extrêmement bien accueillis. Les Français, j'en ai croisé pas mal, sont surpris. Vous rentrez dans un taxi, si le taxi comprend que vous êtes français et il cherche à mettre la musique française, il y a de la musique française dans des restaurants, dans des cafés. Et puis voilà, les gens font du vive De Gaulle, vive Thomas Pesquet, vive. Voilà. Ils sont. Voilà. Et la musique française, c'est Mireille Mathieu toujours. C'est plutôt sympa. Ouais, on te demande, la musique française, c'est Mireille Mathieu, Patricia Cass ou Aya Nakamura? J'ai rien compris. Je suis désolé pour les conditions, mais c'est le seul endroit où on capte. Alors, on remarque la régularité des métros à Moscou. Hein. Ah oui, c'est infernal. C'est toutes les minutes 19. Il n'y a pas de longue pause. Et pourtant, là, il n'y a vraiment pas grand monde, vu que c'est un jour férié. C'est un des jours principaux avec le Nouvel An. Les gens sont soit chez eux, en famille, ils sont partis à la campagne, parce que c'est un long séjour, un long week-end de 5-6 jours. Puis ceux qui sont pas dans le métro et pas chez eux sont plutôt au centre de Moscou. Voilà. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de défilé populaire. Les gens sont réunis dans les rues sur le passage du défilé, mais il n'y aura pas de marche des immortels, donc des gens qui descendent avec les portraits de leurs ancêtres qui ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale ou qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, contrairement à ce qu'on pense, même si le pouvoir, le Kremlin s'en sert évidemment, c'est une initiative privée et qui a mis 2 ans à être acceptée par le pouvoir, et donc c'est très populaire. Et voilà, mais il n'y en aura pas parce que risque d'attentats, risque d'attaque de drones. Donc c'est pour le moment annulé. Voilà, il y a des chances que j'aille au musée le nouveau musée de la Deuxième Guerre mondiale, qui est gigantesque. Et où à côté, il y a une église qui a été récemment consacrée en métal, entièrement construite avec des restes de chars nazis. Alors, c'est l'église de la Sainte Dénazification? C'est ça, l'église de la Sainte Dénazification. Exactement. Alors, question, ça m'a l'air très sale autour de toi dans ce métro. Comment ça se fait? Ah ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est pas terrible. Ah, le métro revient là, voilà, toutes les minutes 30, même pas, toutes les minutes 19. C'est une régularité un peu japonaise, c'est agaçant. Voilà. Alors, est-ce que tu peux... Non, Tiens, oui. Alors, si tu m'entends, est-ce que tu peux nous montrer les boîtes à colis suspects? De quoi? Tu sais, il y a sur les quais, dans les métros, il y a des boîtes à colis suspects. Truc qui nous manque en France. Non, il n'y en a pas là. Il n'y en a pas dans cette période. Parce qu'en fait, en Russie, il y a des espèces de grosses boîtes en métal. Et donc, plutôt que de bloquer tous les trains, les mecs balancent le colis suspect dans cette boîte-là. Et Ah si, il y en a une. ah, regardez. Et justement, ce qui évite d'avoir les problèmes qu'on a, nous, à Paris, dès qu'il y a un colis suspect, c'est attendre l'aide des mineurs, etc. Et ça leur permet d'éviter de bloquer les trains. Alors, on va voir, il va vous montrer ça. Et Voilà, c'est en bout de métro et c'est ce truc-là. voilà. Vous voyez, une espèce de grosse boîte, et ils balancent le sac. Tant pis pour la personne qui avait son sac dedans. Généralement, ils le font sauter dedans, mais voilà. Au moins,
on n'emmerde pas les gens pendant des heures et des heures avec des Voilà, trucs. il y a un autre métro qui arrive. Non, alors, Jean-Pierre Leroux, c'était une boutade de dire que c'était sale. J'ai pas vu un seul papier par terre dans cette station. Alors les murs, les murs sont peut-être pas les plus propres, mais au moins, il y a pas un papier gras. C'est propre, il n'y a pas de. Il y a rien. Ah si, il y a un Et papier on là. a même pas Il y a tellement un de papier. poubelles, hein. Bon, Ah! bref, voilà. Euh, Bon, écoutez, je vais y retourner, je vais aller interroger les gens. Hier, j'ai fait un reportage sur le 8 mai, la célébration de la coopération franco-soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. OK. Bah, alors Ils les ne gens laisseront pas en paix, les métros s'enchaînent, c'est très agaçant. bon, pour ceux qui disent que la Russie est en crise, qu'il y a plus rien qui marche, oui, comme disent certains, les impôts servent en Russie. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pas de problème de régularité. Non, pourtant, il n'y a pas grand monde là. Oui, mais C'est tout pas. à fait. Non, mais c'est vrai que c'est là où on voit, et je vais être très acerbe, en France, le problème, c'est surtout qu'on veut privatiser, donc on fait en sorte que ça marche pas. C'est ça la réalité. Parce que ça pourrait marcher pareil, mais on fait en sorte que ça marche pas. Donc, Bon. Écoutez, voilà, c'était pour vous saluer. Je vais vous laisser et je vais repartir dans le centre. mmh, Je vous souhaite une excellente journée à tous et bonne fête de la victoire sur le nazisme, que ce soit le 8 mai ou le 9 mai. tout à fait. Bah, Au fait, profite bien. on le répète hein, quand même, les Allemands ont signé la capitulation à Reims le 7 mai et elle devait, mais il y avait que des alliés de l'Ouest sans les soviétiques. Elle devait entrer en vigueur à 23h01 le 8 mai. Mais les soviétiques ont exigé que, il y ait un général soviétique qui soit là pour la signature de la capitulation. Donc, ils ont signé à Berlin, justement à 23h01 le 8 mai, mais c'était déjà minuit 1 à Moscou. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on a le 8 mai et le 9 mai. Alors, moi, j'ai Allez, bonne journée à tous et à attends, très bientôt. Georges, avant que tu partes, tu une dernière question. Alors, aujourd'hui, dans BFM TV, ils ont dit que tout ça, c'était un cache. Alors, tu m'entends là ou J'ai pas? pas entendu, j'ai pas entendu, j'ai pas entendu. Sur Répète. BFM TV, ils disaient que cette cérémonie, c'était vraiment un cache-misère pour montrer l'isolement géopolitique de Vladimir Poutine. Qu'il y avait Non, mais c'est personne. encore une fois, on l'a vu, Fico a dû faire un détour par la Hongrie et la Roumanie au-dessus de la mer Noire pour arriver. Vucic de Serbie a dû passer, c'est comme moi, s'est arrêté sur la Caspienne à Bakou. Donc il y a des Vietnamiens et il y a le Brésil et un très très grand nombre de pays africains. Il y a beaucoup d'ex-pays de l'URSS. Il y a la Chine. Alors l'Inde n'est pas représentée, non pas parce qu'il y a un problème géopolitique, hein, c'est pas tout le cas, c'est parce qu'il y a un conflit en ce moment entre le Pakistan et l'Inde et que c'est un peu compliqué et que donc évidemment ils ne sont pas venus pour cette raison-là. Oui, d'ailleurs, Euh, sur BFM, il disait c'est suspect, les Indiens sont pas là, en omettant complètement la situation. non, il y a même Mahmoud Abbas qui est ici, donc représentant de la Palestine et de l'État de Palestine. C'est, je sais que le narratif de BFM semble important, mais si c'est vraiment du narratif, ça n'a aucun sens. Bon, mais si on peut se rassurer comme on peut, je crois que c'est un peu absurde. Euh, le monde change, on est dans une logique multilatérale qui est très 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 manifeste ici à Moscou. Voilà. D'ailleurs, Lula, il me semble, est un président d'un très grand pays démocratique d'Amérique latine que tu connais bien, Pedro, le Brésil. Il n'a pas, il a dit que s'il y avait une attaque pendant les cérémonies, ce serait considéré comme une déclaration de guerre. Et je vous invite à, j'ai fait un petit post sur le propos de Lula, le post qu'il a fait lui-même.
que j'ai traduit, enfin que j'ai traduit. Ceux qui parlent portugais brésilien, Pedro, ont traduit et qui dit clairement qu'on commémore ici la victoire contre le nazisme. Et que c'est ça qui doit être célébré, c'est ce qui est célébré ici par beaucoup de gens. C'est assez émouvant parce qu'il y a encore des vétérans, comme il y a eu énormément de combattants, il y a encore des combattants qui ont entre 95, 96, 105 ans, qui voilà, sont entourés de beaucoup d'attention et qui sont les héros du jour. Bon, bah, merci beaucoup, Georges. On va te laisser, on va reprendre avec Philippe Grégoire qui nous parle du racket sur le nouveau racket sur les agriculteurs. Et tu reviens quand tu veux. Et D'ailleurs, pour rappel, la Russie a reconstitué une souveraineté agricole totale grâce aux sanctions. Pour rappeler que, et maintenant c'est ce qu'ils font avec tous les aspects industriels, ils ont été forcés au protectionnisme. Et vous pouvez revoir les vidéos qu'on avait fait des économistes russes qui ont dit c'est ce qu'on préconisait depuis des années et la guerre a forcé le gouvernement à faire ce qu'on préconisait, c'est-à-dire du protectionnisme et défendre nos producteurs, nos agriculteurs, nos industriels. CQFD, voilà, comme on dirait. alors, Allez, bonne journée. Salut Philippe. Salut Eric qui était là. Au revoir Pedro. Au revoir à tous et à très bientôt. à bientôt. Alors, Super. voilà. Alors, désolé, hein, comme je vous ai dit, c'était pas garanti. Alors, on a encore perdu Eric. C'était pas garanti, c'était une surprise. Super. Mais voilà. Mais c'est en direct du métro, comme on l'a pu voir, le métro moscovite. Apparemment, il n'a pas de problème pour sa régularité. C'est même impressionnant parce que j'ai l'impression que les trains s'enchaînaient. Et voilà. Donc, on parlait de. Alors, parce qu'après, comme je vais remonter, je couperai cet aparté. On parlait effectivement de ce côté rap-tout. Hein, ça me rappelle, je ne sais pas si tu te souviens, nous sommes URSAF, je sais plus quoi, là, le truc des inconnus, tu te souviens? Oui, les inconnus. Les rap-tout. J'ai oublié la chanson. Oui, oui. Et d'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires, alors sur Internet, il balançait il y a quelque temps 2650 € de salaire moyen. Alors le salaire moyen aujourd'hui, si on va chercher les données sur l'INSEE Internet 2024, il donne 3275 € moyen, hein, brut, 2500 € net. Donc moi j'ai dit 2650. A priori, c'est un peu moins, c'est 2500. Et le revenu médian brut 2500 et net 1950. Le revenu médian, sachant que le SMIC brut il est à 1801. Alors ça peut paraître énorme, moi aussi ça m'avait paru important, mais il y a quand même des gros il y a des gros salaires, hein, il y a des gros revenus. Oui, mais en fait, le problème de tous ces chiffres et de ces moyennes, c'est imaginons que tu prennes un agriculteur, je sais pas moi, qui fait du champagne ou un truc comme ça et qui va être à 50 000 par mois. Bah, les 50 autres agriculteurs, ils vont qui sont à 400, ils vont être tous boostés par lui. Oui. Alors qu'en fait, et donc les calculs des salaires médians, même quand tu prends les salaires médians des Français. Oui. Salaire médian en France, je crois, il est à 2003 ou un truc. C'est pas possible en fait. Et là, il est à 1950 le salaire médian. Oui, mais c'est bidon ça. En fait, ce qu'il faut faire dans ces trucs-là, c'est supprimer les 5 ou 10 de ceux qui gagnent le plus Oui, et d'un seul coup, tu vas voir que tes chiffres, ils vont plus du tout être les mêmes. je sais. On va dire: «Oui, mais ceux-là, ils comptent aussi». Oui, mais en fait, alors c'est pour ça qu'il y a 2 choses. Il y a salaire moyen, salaire médian et cetera. Mais ce qui est sûr, c'est que ce calcul-là est faussé. Oui, je sais. C'est c'est complètement faussé parce que justement, il prend en compte, et c'est pour ça les gens, c'est un peu comme, quand ils font les moyennes des salaires, à la SNCF. Ils prennent les dirigeants, le mec qui conduit le train, le mec qui fait juste pu pu,
faut monter dans le train et d'un seul coup, il dit: «Beh, ils gagnent tous bien». En fait, la minorité qui gagne beaucoup, gagne plus que la majorité. C'est clair que si, par exemple, on prend, ton salaire et qu'on te met en moyenne avec Bernard Arnault, bah, d'un seul coup, tu vas avoir un salaire de plusieurs millions par mois. Oui. Alors qu'en fait, toi, tu touches rien. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors, une chose est sûre, c'est que parmi les agriculteurs, il y a une dizaine de pourcents, évidemment, certains vignobles, des champenois, on peut retrouver certains grands céréaliers qui, par héritage de génération, on va en retrouver ouais, autour de 10%, qui vont être dans des revenus plus que confortables. Mais après, chez les éleveurs, si on prend le SMIC brut 1801, hein, je l'ai dit dans beaucoup d'émissions, je mets au défi quelqu'un de me trouver un couple d'agriculteurs, hein, mari-femme, donc 1800 par 2, ça fait 3006, qui se sont prélevés 3600 euros de moyenne durant leur carrière. Si quelqu'un est capable de me présenter quelqu'un comme ça, qui fait des canards, du lapin ou des cochons, je l'attends. Personne m'a appelé encore. Hein. Alors, oui, le salaire médian, théoriquement, est censé Non, mais supprimer là, ces anomalies. je parlais Mais à en titre fait, il ne le d'hypothèse. supprime pas assez. Il lisse Oui. parce qu'il enlève aussi les très bas salaires. Et donc, en fait, le problème des moyennes, c'est que, en fait, ce qu'il faudrait, c'est comparer ce qui est comparable. Prendre, par exemple, dans le cas des agriculteurs, à même type de production, même taille d'exploitation et faire des calculs correctifs. C'est-à-dire que, imaginons, on pourrait faire un salaire pour 100 hectares Oui. et faire une moyenne sur ou 50 hectares Oui. et donc de voir, bah, tiens, un céréalier sur 50 hectares génère tant. Un, un, heu, un éleveur de vaches laitières génère tant et cetera et Oui. donc c'est comme ça qu'on aurait des vrais chiffres. Le truc, c'est que les chiffres ont été faits jusqu'à maintenant pour mettre la pression aux agriculteurs pour qu'ils réclament moins en disant: «Vous avez déjà beaucoup» et au gouvernement pour dire: «Regardez, il y a rien à faire, ils gagnent déjà bien». Oui, puis alors, comme tu le dis, c'est très complexe parce que tu en as de plus en plus. Alors, c'est le cas en montagne, mais ça arrive beaucoup chez nous dans les plaines maintenant. Il y a des gens qui ont une double activité. C'est-à-dire, ils sont déclarés agriculteurs, mais en même temps, ils peuvent être chauffeurs de conducteurs d'engins. Donc là, si tu balances le revenu de cet agriculteur-là, tu vas avoir un revenu qui va être petit. Sauf que ce qui est pas noté, c'est qu'il a une autre activité à côté. Donc en fait, tout est faussé. Oui, bah, on sait qu'en montagne, énormément, de moniteurs de ski sont éleveurs de chèvres, par exemple, sont bergers. Parce que, bah, les brebis sont rentrées et cetera et que, bah, il faut bien faire autre chose. Et donc, moi, à chaque fois, justement, quand je vais au ski, puisque je suis un gros nanti, comme diraient les autres, non, mais je demande justement: «Et c'est quoi votre autre activité?» Alors, il y a aussi beaucoup de retraités, dans les moniteurs de ski, mais il y en a beaucoup qui disent: «Ah bah, moi je suis berger, moi je suis, fromager, moi, je fais du saucisson» et donc en fait beaucoup d'activités agricoles et justement qui pendant la période de neige, ils abandonnent pour justement, pouvoir, gagner un peu plus. Ce qui fait qu'effectivement, si on prend après leur déclaration de revenus, on va avoir l'impression qu'ils vont gagner pas si mal que ça, alors qu'en fait, l'activité agricole, seule ne serait pas suffisante pour C'est qu'ils ça. survivent. Il y en a un qui répond, on les a les chiffres. Oui, on les a. La mutualité sociale agricole a les chiffres, mais le problème, c'est si on veut isoler le revenu agricole, c'est beaucoup plus compliqué qu'on veut bien l'imaginer. Parce que même des agriculteurs, il y en a qui ont des mandats syndicaux, maire de la commune. Et si on veut isoler le revenu agricole, le vrai revenu agricole, ben c'est bien plus complexe qu'on veut bien le dire. Ouais, bah, c'est rien n'est fait, c'est comme, quand tu regardes, certaines émissions vont te présenter, une famille qui va toucher énormément d'argent de la CAF, mais parce qu'ils sont 12, Ouais, ils habitent dans un hôtel de fortune qui est payé et en fait, au final, on va te présenter des chiffres qui ont l'air monstrueux, alors que en réalité, tout le monde pourrait avoir accès et c'est juste qu'ils sont dans des situations très particulières. c'est ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a pas d'abus, ça veut dire qu'il faut faire très très attention sur ces chiffres-là et la réalité, c'est et je suis désolé de te demander de le rappeler,
c'est combien de suicides par, Et par jour? 2,5, et il y a 6 tentatives de suicide par jour. Alors ça, comme on va en réunion de temps en temps au ministère ou avec Olivier Damazin, qui est le monsieur mal-être nommé par Emmanuel Macron, c'est bien les chiffres. Et même, je ferai que je retrouve l'article, mais dans un article l'année dernière, Olivier Damazin, ancien député du Lot-et-Garonne, a dit que même ces chiffres-là étaient faibles. Donc c'est probablement plus. Mais après, bon, voilà, tout est fait pour cacher l'échec de ce modèle libéral. Et tant qu'on restera dans ce modèle libéral-là, on va appauvrir une partie de la population. Alors, on appauvrit les agriculteurs, malheureusement, certains se donnent la mort, mais ça appauvrit aussi les salariés qui tournent autour de nous. Parce que les gens qui travaillent autour de nous, beaucoup sont au SMIC, ça appauvrit les entrepreneurs agricoles, ça appauvrit ceux qui travaillent pour nous, en fait. Parce que quand quelqu'un gagne pas d'argent, ben, il essaye de se réparer avec des bouts de ficelle. Il a des vieilles voitures, il a des vieilles tracteurs, des vieux tracteurs. Tu vois? Ouais, et on sait en plus, c'est ça qui est terrible. Tu prends une vieille voiture. Une vieille voiture coûte beaucoup plus cher Je sais. à l'entretien et au final te coûte plus cher qu'une nouvelle voiture, sauf que tu as pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture. Et donc c'est un peu un cercle vicieux où tu vas avoir des gens qui vont ça va consommer un prix considérable de changement de filtre, C'est de ça. moteur, et cetera, et ils vont payer en fait 5 fois leur voiture. Je connais parce que nous, les enfants, moi, on leur a acheté des voitures à 2 000 €, une 307 à 2 000 €. Et le problème, c'est qu'on est souvent rendu au garage. Et dans les tracteurs, c'est pareil, c'est peu connu ça. Mais quand on veut acheter un tracteur d'occasion à 50 000 €, on n'aura pas le financement, on n'aura pas l'argent pour l'acheter. Par contre, le tracteur en leasing qui vaut 100 000 ou 150 000 €, la banque, elle va le financer parce qu'elle prend garantie sur le matériel. Donc, on a le financement pour du neuf, mais on ne l'a pas pour du vieux. Et il y a quand même quelques chiffres intéressants. Sur un réseau bancaire, sur toute une région, je dis bien une région entière, sur 10 tracteurs vendus, il y en a soit 8, soit 9 des bons de commande qui vont au bout. Ça veut dire que les autres vont pas au bout. Ils sont financés par la société, John Deere, Massey Ferguson, qui ont leur propre réseau bancaire, et le tracteur, il est en leasing. Donc, quand les concitoyens ils croisent les tracteurs sur les routes, ben, ils voient ça, ils disent attends, les tracteurs ils valent 200 000 €, 250 000 €. Mais attends, comment ils font? Mais en réalité, le tracteur il est pas à lui. Il paye une mensualité ou par trimestre, et s'il peut plus payer, il revient chercher le tracteur. Le tracteur il est pas à lui. Il est D'ailleurs, question bête, les tracteurs comme ça au leasing, ils sont au kilomètre ou ils sont à parce non, que les non, tu payes à l'année, tu le rembourses. C'est un leasing sur 5 ans ou 7 ans. Tu payes à l'année ou en fonction d'un nombre d'heures. Parce que un tracteur, déjà, quand ça fait 1000 heures, il y en a, ils font 1500. Hein. Moi, j'ai fait jusqu'à 1850 heures de moyenne sur un tracteur par an. qu'est-ce que tu appelles par an, tu veux dire? Par an, par an. Mais des tracteurs qui font 1500 heures, c'est déjà énorme. Chez les céréaliers, souvent, ils en ont plusieurs. Donc, ils ont des tracteurs qui font 300 heures, 300-400 heures, mais des fois, ils en ont deux ou trois. Mais en élevage, on fait beaucoup plus d'heures, parce qu'ils démarrent tous les jours. En élevage, on fait beaucoup plus d'heures que... Mais les entreprises ont trouvé les moyens de John Deere à son propre financement. Le, le groupe Ashco Finance, qui est une banque néerlandaise, finance les tracteurs Fenn, les tracteurs allemands. Massey Ferguson, ils financent 7-8 marques, même des engins du TP. Non, mais je comprends. Mais et même tout ce qui est moissonneuse-boiteuse aussi, tout ça, c'est du leasing, Oui, je oui, 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 c'est du financement comme ça. C'est du financement comme ça. Alors, le matériel a tellement augmenté par rapport, bah, bien sûr, au prix agricole, que les gens maintenant, bah, beaucoup tombent en leasing. Hein, et alors, beaucoup essayent aussi d'aller vers des modèles, où ceux qui peuvent, hein, faut pas être engagé trop, dans des modèles où il faut moins de mécanisation. Il y a des gens qui reviennent à des modèles où il faut moins de mécanisation. Au lieu d'avoir 4 tracteurs, ils essayent de tourner avec un ou deux, où ils font appel à l'entreprise, où ils se mettent en coopérative avec des voisins. Et ils achètent un tracteur à 4-5 agriculteurs. Parce qu'autrement, la charge elle devient trop importante. Parce que ça s'est modernisé, certes, mais
Un tracteur qui valait 75 000 francs dans les années 75, aujourd'hui, il vaut 75 ou 100 000 euros. Bah, Ouais, mais vous avez des radars de recul, des télés et tout. alors justement, tu fais bien d'en C'est Star parler. Trek, vos tracteurs Tu maintenant. fais bien d'en parler de ça, parce que on n'a pas l'utilité de tout ça. Alors, certains grands céréaliers, bon, techniquement, ça donne un plus, mais la technologie, pour la plupart des éleveurs, c'est pas justifié ça. On n'a pas besoin de tout ça. On Tu se veux dire, tu as juste besoin de la clé, que tu pouvoir retourner et que le truc s'allume? qu'il y ait un chauffage, une climatisation, oui, mais qu'il y ait toutes ces options-là, c'est des gadgets qui coûtent une fortune. Et puis alors le problème de ça, c'est qu'il faut la valise. Comme dans les voitures, quand il y a une panne, faut brancher la valise et après l'ordinateur te dit où est la panne. Et tu ne peux plus te dépanner par des garagistes indépendants. Tu es raccroché à la marque. Donc le gars, il vient avec sa valise et là, lui, il est pas au prix mondialisé, hein, il n'est pas au prix de l'ukrainien ou du polonais. Hein. Là, c'est le coup de masse. Il tourne entre 85 et 100 euros de l'heure, hein, juste pour brancher la valise. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Et alors, tu vas peut-être me faire froid dans le dos ou pas. Est-ce que le cynisme du système fait qu'il y a des animaux en leasing ou pas encore? Alors, alors oui, oui, il y a une société qui s'appelle Gestel. Donc tu me Euh, fais froid dans le dos parce que je me suis dit, ils iraient pas jusqu'à mettre des vaches laitières en leasing. eh ben, alors, le mot leasing, c'est un peu ça. Alors, il y en a, c'est 20 000. 20 000 en France, je l'avais le nombre, c'est 15 ou 20 000. C'est une société où des gens placent de l'argent dans les vaches laitières, dans les bovins. C'est des actionnaires et le troupeau, il n'est pas à toi. Donc quand tu as des difficultés, ça peut nous arriver d'être obligé de vendre une partie du troupeau pour passer par des actionnaires. Alors c'est plus pratiqué en vache laitière qu'en vache allaitante. Hein. Et parmi ces actionnaires-là, il y avait même des politiques qui avaient mis des sous là-dedans. Alors, soi-disant, c'est pour aider les agriculteurs, c'est pas faux, mais le taux auquel ils prêtent, il est supérieur à la banque. Mettons la banque, si tu as 3-4% ou 4,5%, là, dans des financements comme ça, tu vas plutôt être à 8 à 10%. Mais quand tu n'as pas le choix, si la banque ne veut pas te financer, au bout d'un moment, et que tu veux aller jusqu'à ta retraite ou tu attends de céder ton exploitation, tu fais comment? Il y a beaucoup de gens qui sont piégés. Hein. Faut le comprendre ça. Faut pas juger les gens. Non, non, bien sûr. Non, non, mais attends, je dis pas que c'est la faute des agriculteurs. C'est Voilà. le cynisme de que tout tu vois, bientôt les fromages en affinage ou les saucissons en affinage seront, des immobilisations, mis en leasing, tu vois? C'est-à-dire que ton fromage qui s'affine en 15 ans, tu vas l'amorti bref, Alors, généralement si tu mmh? veux, c'est l'appauvrissement. Le fait que c'est 6,50 € sur le caddie, au lieu, il faudrait qu'on ait 13 ou 14 euros sur un caddie qui revienne à l'agriculteur. Il faudrait doubler pour que nous, on ait une marge. Donc, il fait qu'il y a un peu de cheptel, effectivement, en location. C'est minoritaire, mais il y en a un peu. Il y a des bâtiments maintenant qui se montent par des entreprises avec des panneaux solaires. Bon, les tracteurs, bah, c'est du financement, beaucoup leasing hein, par les entreprises. Hein. Ça appartient aux banques ou à des banques qui travaillent avec les grands groupes type John Deere ou Fen. Hein, il reste plus que le foncier où 40% à peu près du foncier sur les 31 millions d'hectares est la propriété des agriculteurs, enfin la Oui, propriété, mais c'est du foncier non constructible qui vaut pas les fonciers grand-chose. non constructibles, bah ça vaut les terres les moins chères de France, c'est le sud du Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique, ça va de 1800, 2000 euros l'hectare il y en a qui mettent jusqu'à 25 000 euros l'hectare hein, dans certaines régions. Tu sais que 25 000 € l'hectare, c'est le mètre carré à Paris, hein. Ouais. Mais par contre, on commence à voir des investisseurs qui arrivent dans la terre. On commence à en voir. On commence. C'est le début. Non, mais alors je suis désolé, hein, l'idée c'est pas de déprimer, mais aujourd'hui, on est d'accord que dire à un jeune qui voudrait se lancer dans l'agriculture: «Vas-y, c'est super»,
c'est l'envoyer au casse-pipe, quoi. Alors, c'est lui mentir ou alors soit faut revoir les règles du jeu sur un modèle, comme je t'ai dit, de coopération entre les États, l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, hein, et non pas l'OMC, hein, le GATT avant et pas l'OMC. Faut revoir les transactions, faut revoir dans le bras de fer géopolitique là, avec Trump et les BRICS et tout ça. Nous, on sert de monnaie d'échange, hein, et quand il dit qu'il va taxer les produits et tout ça, en réalité, au bout du bout, tu verras que les taxes, il y en aura. Mais ce qui va jouer, c'est les monnaies. C'est la guerre des monnaies. Les monnaies vont se dévaluer, plus ou moins. Et pour les exportations et les importations, ça va avoir un impact terrible. Mais nous, si on retrouvait la valeur ajoutée, si on arrive à développer des fermes à taille humaine, avec les PAT, projets alimentaires territoriaux, avec les collectivités locales et les consommateurs, s'ils peuvent revenir dans les petits magasins ou dans les exploitations, c'est là qu'on va récupérer notre valeur ajoutée et reprendre notre facture. Non, mais Tant que la facture passera par le groupe LDC, la volaille, par Bigard, par Lactalis, par les coopératives, c'est mort. Et la ministre de l'Agriculture a déclaré il n'y a pas longtemps, il faut qu'on retrouve un peu de souveraineté, il faut relancer la filière des œufs, il manque juste un poulailler par département pour reprendre une souveraineté au niveau des œufs. Mais elle n'a pas parlé du revenu. Ça va rapporter au groupe LDC, ça va rapporter à ceux qui vont monter les bâtiments, à tout le monde, mais l'agriculteur, lui, qu'est-ce qu'il va devenir, lui, en termes de revenus? Enfin, je veux dire, c'est pas normal qu'aujourd'hui, le dindon de la farce, ça soit le paysan qui n'ait pas de revenus, et quand on est opéré, on a droit à 30 euros par jour. 30 euros par jour. Donc, on peut pas se faire remplacer avec 30 euros par jour. Là, t'as bien compris. alors je suis désolé Philippe avec ce que tu dis, tu vois? Il pourrait même plus être ni le dindon ni la farce, tu vois? Parce que ça va devenir trop cher, même ça. Il va falloir trouver autre chose, tu vois? C'est non, c'est sûr, c'est n'importe quoi. Alors, j'ai vu quelqu'un parler donc je crois que c'est Edwige, certain Sébastien B. Je crois que j'aimerais que tu dises quelque chose parce que Ben, ce c'est une perte de temps parce que bon, il y a des procès en cours. On est nombreux à avoir déposé plainte contre lui puisqu'il fait la diffamation envers les personnes. Donc, je crois que nous, on est les premiers, théoriquement, à passer au tribunal. Je pense que ça va passer dans l'année. Mais nous, attention, c'est des faits qui remontent à 2021. 2021. Et après, il continue régulièrement à diffamer, salir les gens. Mais il y a un chauffeur de taxi qui est concerné. Il y a des gens des Gilets jaunes. Il y a des gens du syndicat Verte France. Il y a plein de gens hein, qui ont été éclaboussés. Hein. mais c'est quoi son problème à lui? C'est pas Philippe Grégoire et le SAMU social et rigole. Son problème, oh bah, a priori, euh, bah, je pense qu'il aurait besoin de consulter quelqu'un. Hein, il aurait besoin de consulter. Et il s'en prend à tous ceux qui essayent de créer quelque chose. C'est-à-dire, il les invite, il les attire chez lui, et une fois qu'il a essayé de piquer des infos, après, il les salit, quoi. En gros, il a besoin, on va lui rendre service, et une fois qu'on lui a rendu service, il salit la personne. Mais il l'a fait avec Francis Lalanne, il l'a fait avec Olive Olive, il l'a fait avec les Gilets jaunes. C'est pas le SAMU et Philippe Grégoire, hein. C'est généralisé. Hein. Il y a un nombre de plaintes très important. J'ose pas te dire le nombre. Moi, j'en ai vu une dizaine. J'ai pas vu les autres, mais il y en a beaucoup plus que ça. OK, je comprends. Alors, je vois et c'est Jasmine puisque ça fait suite à notre discussion. Jasmine, je n'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas sortir de l'Union européenne. Ce que Oui. j'ai dit, c'est que au moment où on le fait, il va falloir être prêt et que le faire pour le faire sans être prêt, ça changera rien à la réalité d'agriculteurs comme Philippe Grégoire parce que les coopératives on va dire l'assassinent, les Lactalis, heu, Groupe Avril et cetera, sont bien français. Donc oui, le contexte de l'Union européenne favorise leurs pratiques, mais les bandits, ils sont bien ici.
Donc c'est pour ça qu'il faut se préparer et se préparer pour justement être prêt au moment où on fera la transition et être prêt aussi pour nos agriculteurs. Alors juste un instant, Philippe, ça sonne à ma porte. J'arrive dans une Vas-y, seconde. vas-y, Est-ce que Eric, tu peux reprendre? je peux continuer de toute façon. Oui, 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 tout à fait. Je peux continuer. Non, mais Juste une remarque, il y en a un qui marque attendez, Olive Olive et Lalanne le méritent peut-être aussi. Moi, je me mets pas ni du côté d'Olive Olive, que je connais pas personnellement, ni du côté de Francis Lalanne, que j'ai eu des fois au téléphone. Je me mets ni d'un côté ni de l'autre. Je porte pas de jugement sur des gens que je connais pas. Je dis que simplement, par rapport à la personne Sébastien B qui a été cité, on a le droit d'être en désaccord. Georges a des désaccords avec lui politiquement, ça c'est pas un souci. Mais là, lui, c'est pas de ça qu'on parle. Lui, c'est de la diffamation et c'est de la menace envers les personnes. Là, on ouais, c'est très parle pas particulier, de désaccord. On parle de la menace envers des personnes et de la diffamation. Et si je le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est que j'ai les écrits, les enregistrements, et il va passer au tribunal. On a le droit de pas être d'accord, mais on n'a pas le droit de dire Pedro a détourné 30 000 euros à la mairie de Paris. C'est deux choses différentes. Surtout que j'aimerais bien les avoir, mais bon, je les ai pas détournés. Je pense que les gens ont compris. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, mais on n'a pas le droit de dire Eric Schmitt a détourné 30 000 euros à la mairie de Toulouse. c'est pas D'accord? vrai. Moi, je le fais volontairement pour bien que les gens comprennent de quoi on parle. Alors certains te disent que pose la question si tu es à la FNSEA. Alors venant de la personne qui dit ça, franchement, j'oserais même pas répondre. Je pense que ça se voit d'ailleurs, Philippe ne le dit pas, vous voyez la cible à côté de lui, c'est toutes les actions du groupe Avril qu'il a. Sérieusement. J'ai été adhérent, mon père était à la FDSEA, j'ai été adhérent moi de 88 à 1994. Et je suis plus au syndiqué depuis 1994. Par contre, je reviens à la question de Edwidge, elle est très très bonne cette question. Sortir de l'Union européenne. Sortir de l'Union européenne, attention. Sortir pour faire quoi? Oui, c'est une option. D'ailleurs, Pedro, on en a souvent parlé, Eric avec Georges. Mais c'est la nature du commerce, la nature des échanges qui ruine l'industrie et les paysans. Si c'est sortir de l'Union européenne pour garder les mêmes clauses de libre-échange, ça ne changera rien. Il faut bien que cette dame comprenne que oui, le libre-échange, oui, la théorie de Ricardo détruit les paysans avec les poulets ukrainiens, avec la viande d'Amérique du Sud. Mais il faut que cette dame elle soit bien consciente d'une chose. Je suis en Maine-et-Loire. Du lait qui est produit en Maine-et-Loire, de la viande qui est produite en Maine-et-Loire, qui est transformé en Maine-et-Loire par un industriel, qui est mangé dans des magasins dans le Maine-et-Loire. Je n'ai pas de marge. Je gagne pas ma vie. Et là, c'est pas Ursula von der Leyen. C'est pas les Russes, c'est pas les Chinois, c'est pas les Américains. C'est la répartition de la valeur ajoutée. On peut sortir de l'Union européenne, on peut quitter l'euro. S'il y en a deux qui mangent tout le fromage, ça va rien changer. C'est ça qu'il faut qu'elle comprenne, cette dame. Alors, bien, on me dit si les résistants avaient attendu d'être prêts, lol. Mais c'est pour ça qu'on résiste, mais on se prépare justement. Ce qu'on dit juste, c'est qu'il faut être suffisamment nombreux et il faut pouvoir verrouiller. Il faut pas se faire bouffer et Il faut avoir un c'est pas si simple. Le système, est très, 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 très verrouillé Alors, de nos jours. excuse-moi Pedro, dans les propositions, ce qui peut être fait, ce qui est un handicap, et c'est reconnu par Jacques Sapir et d'autres, c'est l'euro. L'euro a été surévalué pour nous, hein, Français, par rapport aux Allemands et d'autres. Ce qui pourrait se faire, hein, c'est reprendre notre indépendance et commencer à travailler avec un groupe de pays, avec lequel on peut faire des échanges sur la base de la charte de la Havane, sans forcément tout casser, mais commencer de la coopération à 3-4 pays avec lesquels on a des intérêts, où on achète du pétrole ou du gaz, mais on pourrait leur vendre du vin, du blé, des voitures et autre chose, faire une coopération, tout en gardant, tout dans un premier temps peut-être en restant à l'euro, et après en récupérant sa monnaie. Mais de dire que demain matin, on sort de l'Union européenne et que Jean-Paul Bigard va nous payer les animaux pour qu'on gagne notre vie, ça c'est un mensonge.
Mmh. C'est un mensonge. Oui, tout à fait, parce que ne pas oublier que c'est l'oligarchie qui a mis en place l'Union européenne, mais une partie de cette oligarchie vient de chez nous. Donc Alors, le bon, pour être encore plus précis par rapport, ça ne veut pas dire qu'on défend l'Union européenne, hein, pas du tout. Hein. Moi, je combats la politique d'Ursula von der Leyen, hein, on est bien d'accord. Mais il faut trouver une parade après. Et là, pour moi, la parade, c'est un échange avec un groupe de pays où on pourrait progressivement, probablement, peut-être sortir de l'euro et travailler avec nos monnaies respectives. Mais c'est tellement vrai ce que je dis, c'est qu'on est en contact avec les agriculteurs suisses. Ils sont pas dans l'Union européenne. Mais les gars, ils gagnent plus leur vie. Et ceux qui sont sur les autres continents, moi j'ai fait des visioconférences avec des agriculteurs brésiliens ou autres. Le problème il est le même. En Nouvelle-Zélande, ils sont pas à l'euro, la Nouvelle-Zélande. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un modèle agro-industriel mondialisé. C'est la financiarisation de l'économie qui fait que même si tu es revenu au franc suisse, il y a une telle puissance de feu de la finance, de la spéculation, que même l'agriculteur suisse, il peut pas ignorer ce qui se passe sur les marchés internationaux. Et donc, on tombe dans un système qui nous paralyse et qui nous exploite. Philippe, tu serais pas un peu complotiste en train de nous dire que le capitalisme mondialisé, c'est pas bon pour les petits? On C'est m'aurait marrant, ça. menti? C'est étonnant, hein. Mais voilà, non mais c'est pour ça que c'est toujours agréable d'échanger avec toi Philippe, parce que tu remets, le poulailler au centre de la basse-cour, on va dire ça en bon laïc. Ceci étant, la politique de l'Union européenne est catastrophique. Hein. Bien sûr, bien sûr. La politique de Macron, on a perdu des marchés, on est en train de se fâcher avec les pays africains et tout. C'est catastrophique hein, ce que fait l'Union européenne. Hein. Ça, on est bien d'accord. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on reparte avec un groupe de pays. Hein. Faut qu'on reparte avec un groupe de pays avec lequel on a des échanges possibles, quels qu'ils soient. Hein. Faut pas regarder si c'est les BRICS, si ils ont un partenariat avec les États-Unis. Faut arriver à faire quelque chose gagnant-gagnant. Mmh. Eh ben, franchement, je vais dire, c'est nous, on a dit là, j'ai convenu avec Georges, je t'en ai parlé un peu, on va aller faire bientôt une matinale dans tes étables avec les vaches. On a tout le matériel, on va faire ça parce que c'est bien gentil. Moi, je suis à Paris, là, il y a du soleil et bon, la tour Eiffel est de l'autre côté, je la vois pas parce que je suis pas assez nanti pour avoir des fenêtres qui donnent sur la tour Eiffel. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut aller au contact du terroir, des agriculteurs, puisque c'est vous aujourd'hui qui nous nourrissez, hein, quand même. Heu et il faut creuser ces questions-là. Oui, c'est bien. Et la Heu, question d'Edwidge est très très bonne parce que moi, le Commonwealth, j'ai plein d'amis qui se sont suicidés en mouton. Le Commonwealth, c'est les années 80, les accords avec Margaret Thatcher. Hein, et le Commonwealth, les moutons, hein, on nous avait dit dans ces années-là, parce que moi j'ai quelqu'un de ma famille qui s'est donné la mort, on nous avait dit oui, mais ça va s'arranger parce que ce qui est rare est cher. Aujourd'hui, on arrive à 60% de moutons d'importés. Non, ce qui est rare est pas cher. Aujourd'hui, un gars qui s'installe en mouton, il n'est pas capable d'amortir une bergerie. Et encore, ça veut rien dire avec le prix, parce que le prix des moutons a augmenté. Mais augmenté par rapport à quoi? Par rapport au coût de la vie? Par rapport à quoi? Donc, le Commonwealth avait déjà détruit les producteurs de moutons. Donc, c'est bien la nature des échanges qui détruit l'industrie et les paysans. C'est la nature des échanges. C'est pas le fait de s'appeler Monsieur Trump ou Monsieur Poutine. C'est la nature des échanges. non, non, c'est très, très, très important, tout ça. De toute façon, si on veut que nos agriculteurs et notre agriculture survit, à part le vin, du moins, à part l'alcool Oui. et d'ailleurs qui vont souffrir parce qu'avec les taxes de douane de Trump. Le vin, les spiritueux, plus 14 milliards, parce qu'on n'est plus qu'à plus 5 milliards. Hein, mais à une époque, la balance commerciale agricole, elle était beaucoup plus importante que ça. Mais on s'effondre dans tous les domaines. Et c'est bien la nature des échanges qui nous détruit. David Kaila, qui est à côté de chez moi, il est économiste sur Angers, il l'a dit dans une vidéo, mais il n'est pas le seul à le dire. La charte de la Havane, le gros avantage qu'elle avait, hein, c'est que et s'arrangeait pour équilibrer la balance des paiements, parce qu'un pays
qui est très exportateur, comme était l'Allemagne, à plus de 200 milliards d'euros par an, ils ont été à plus de 200 milliards d'euros, ça crée des déséquilibres. S'il y a des pays qui sont déficitaires en permanence et d'autres excédentaires en permanence, ça va créer des déséquilibres dans les populations et ça va créer des gens pauvres, ça va créer des travailleurs pauvres. C'est obligatoire, ça. Obligatoire. Non, tout à fait. C'est pour ça que il faut repenser, recommencer, heu et repenser le modèle. Bon, Comment on consomme, mieux consommer, les cycles courts, pouvoir faire en sorte que les ouais. paysans aient accès directement, aux consommateurs qui sont proches d'eux, plutôt que d'envoyer, toi qui es dans le Maine-et-Loire, je suis sûr qu'il y a plein de marchandises qui vont du Maine-et-Loire à Rungis et qui reviennent de Rungis et qui repartent dans le Maine-et-Loire. Tout à fait, Quelle est la logique de ça? tout Donc à fait, tout à fait. donc à un moment, il faut repenser tout ça et En fait, il faut revoir le modèle, hein. Il faut revoir le modèle. Il faut que Bercy revoie également la fiscalité, parce que la fiscalité n'est pas adaptée aux travailleurs indépendants. Il n'y a pas que les agriculteurs, les petits patrons de TP et tout. La fiscalité n'est pas adaptée aux PME, parce qu'il faudrait lisser ça au moins sur 5 ans. Parce qu'avec la météo, c'est pas des entreprises comme les autres. Nous, on travaille avec de la nature. On travaille au contact de la nature. Il y a le monopole des facteurs. Mais bon, les ministres d'économie qu'on a eus, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils nous ont pas soutenus. Il y en a même un qui nous a déclaré qu'il allait mettre la Russie en faillite. oui. Ouais, il c'est celui qui savait pas se servir d'Excel. Oui, il a dit qu'il savait pas qu'un hectare, ça faisait 10 000 mètres carrés. Oui, mais ça, tu sais, à l'époque, il était, alors les gens ont mal compris, en fait. Ils ont tous cru qu'il était ministre de l'agriculture et en fait, il était, comment ça s'appelle? Ministre de la main dans le pot de confiture et en fait, c'est parce que comme il y avait «ture» dedans, tu vois, les gens, ils ont confondu. Écoute, merci à Ben, on a toi. passé une bonne matinée, puis on a eu une belle surprise. C'est qu'on Ouais, a Georges qui arrive comme ça, on a eu plusieurs surprises aujourd'hui. On a eu plusieurs invités surprises. Comme j'ai dit, on se démène là pour venir. On va faire, on vous fera la surprise dans Et ce tiens, prochain live et vous verrez plus mes cornes bleues là. Vous verrez peut-être des vraies cornes de vache. pour mon mot de la fin, dit Eric, ce qu'ils n'ont pas compris, ces gens-là, ils s'appuient que sur le marché s'autorégule tout seul. Mais dans un pays agricole ou produit industriel, même si tu es 10% plus cher sur tes produits, même sur tes vêtements, même 15%, si tu conserves au sein de ton pays, que tu as une autonomie, que tu conserves tes emplois, au lieu d'avoir des travailleurs pauvres, que tu conserves tes emplois, même que ta marchandise coûte un peu plus cher, au bout du bout, hein, t'as des services publics, t'as le renouvellement des générations, au bout du bout, ça te coûte moins cher. Et ça, les libéraux veulent pas l'entendre. Oui, mais tu sais, leur système est en faillite. C'est la réalité. Il arrive à bout de souffle. C'est vrai. Maintenant, le capitalisme est assez plastique. Il est capable de se réinventer. Oui. On l'a vu en 2008-2009 où on s'est dit: «C'est plus possible avec l'histoire de la crise, financière» et ils ont réussi quand même à bien s'en sortir. Donc, il faut se méfier. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, avec les crises à venir, l'agriculture, ça fait partie des éléments fondamentaux de la souveraineté d'un pays. L'énergie, l'agriculture, l'eau, si on n'a pas ça, Bah, on déjà, à la base, c'est l'énergie. Sans énergie, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'agriculture. Sans énergie, on démarre pas le tracteur, on fait plus rien. Donc, la base, c'est l'énergie. Les BRICS l'ont bien compris. Et un dernier mot, tu parlais du modèle capitaliste. C'est vrai qu'il continue. Il est sous perfusion, mais il continue. Et j'entendais un économiste qui disait l'autre fois, quand l'équipe à Ben Laden, ils ont foncé avec les avions dans les tours jumelles, ils ont relancé l'économie américaine, ils ont remis l'équivalent du 3% du produit intérieur brut américain pour relancer l'économie, 2001. En 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, ils ont réinjecté l'équivalent de 12% du produit intérieur brut américain. Et quand il y a eu la crise du Covid,
ils ont réinjecté l'équivalent de 32% du produit intérieur brut américain. C'est-à-dire qu'on est dans une fuite en avant. On est dans une fuite en avant. Mmh. Ce qui est terrible, c'est parce que, certains parlent du tableau derrière moi. Mon père a passé toute sa vie à représenter ce qu'il appelait les damnés de la terre, donc les paysans, brésiliens, en particulier les paysans qui travaillaient sur des grosses exploitations, au Brésil, et il y a une fresque qu'il avait fait, je vais essayer de vous partager l'image, dans le métro de São Paulo, heu, donc qui est qui était justement parce que, donc c'était fait en 1989 pour les 200 ans de la, mmh, de la commémoration donc de la Révolution française, et donc c'était les paysans brésiliens qui allaient vers la liberté, donc la Marianne de Delacroix, et qui revenaient, la Marianne ayant changé de couleur, pour justement, se délivrer. C'était en 89 parce que justement les paysans brésiliens, heu, étaient dans une situation encore pire que les paysans, français, hein. Ils étaient des Oui, néo-esclaves dans les oui, exploitations, et cetera. C'est un peu amélioré de leur oui. côté, mais malgré tout, on est très loin de ça, et le problème, c'est que la France n'est plus le modèle vers lequel il faut aller. C'est ça qui était c'est pour ça que je revois l'image parce que je cherchais, et donc ceux qui se posaient la question, donc derrière moi, ça fait partie, hem, donc d'une série Justement, il y a la qui Suisse. s'appelle Les damnés de la terre. Il y a, il y a la Suisse qui était un modèle des fermes un peu familiales. La Suisse n'était pas tout mal. Il faut aller faire un tour du côté de la Suède aussi. Il y a des pays comme ça qui trouvent, qui essayent. Mais bon, ils sont confrontés quand même au libre-échange. Mais Mmh. il y a des modèles à mettre en place, hein, sans tout révolutionner, hein. Non, tout à fait. Non, mais j'essayais de chercher, mais donc ce tableau, donc c'est une série, en fait, avec plusieurs, je sais pas si on voit, alors, j'en ai partout chez moi, donc de travailleurs ruraux, donc et ça, donc en fait, ce qu'on sait pas, c'est que le tournesol au Brésil est le symbole, donc du mouvement MST, donc le mouvement des sans-terre. Des centaires. Voilà, donc donc c'est pour ça, donc le comment ça s'appelle? Qu'il y a ce tournesol, et mais il y en a d'autres chez moi, heu mais effectivement, c'est une série que j'aime beaucoup, et parce que, bah, on ne peut pas faire de révolution ou de transformation sociale importante si, on règle pas le problème de la répartition, on Ouais. va dire, de la richesse des gens en agriculture. La réforme agraire, du moins la terre, ça fait partie de la base, de toute transformation, sociale et économique. Et De Gaulle l'avait déjà dit, hein, il repasse de temps en temps. De Gaulle avait dit le problème du capitalisme, il l'avait vu, c'est le problème après de la répartition. Il avait parlé d'intéressement, qu'il fallait que les ouvriers ils prennent un intéressement dans les entreprises. Il l'avait vu, De Gaulle, qu'il allait avoir un problème avec le capitalisme. On est dedans. Ouais, mais ça m'étonne pas. C'est de toute façon, tu peux pas régler les problèmes, de l'agriculture, heu et d'un pays si tu règles pas, les problèmes de ses paysans. C'est pas techniquement possible. C'est pour ça, tout est quand on dit, que tout ça, ça fait partie d'un contexte plus large, c'est pas pour esquiver ou pas les problématiques de l'Union européenne ou quoi que ce soit. C'est qu'on vit dans un monde où le pouvoir a fait en sorte de tout verrouiller, Mhm. et que nous, on doit faire sauter tous les verrous. Or, pour gagner, il faudra faire sauter tous les verrous d'un coup, et pas juste en faire sauter quelques-uns, parce que sinon on aura quand même encore des chaînes partout, et donc Mais oui, voilà, c'est on peut confirmer que l'Union européenne, sa politique, elle est catastrophique en termes en ah termes oui, bien sûr. agricoles, hein. Mais ça remonte à Sico Manchol, hein, qui avait décidé de supprimer beaucoup de paysans en Europe, hein, c'est tout. Voilà. Voilà, non, je cherchais, si j'arrivais à trouver, parce que j'ai un montage de cette série-là, mais je ne le retrouve pas. Mais bon, bref, peut-être la prochaine fois, mais effectivement, c'est compliqué, et d'ailleurs,
pour ceux qui se posent des questions, bah, justement, mon père qui faisait de l'art engagé, alors beaucoup disent: «Ah mais tu as hérité de beaucoup d'œuvres et tout». Beh, l'art politique, ça n'a pas de valeur. Donc Voilà. c'est parce que mon père préférait, faire de la politique avec son art et donc c'est pas un artiste coté qui fait, des plugs anal en plastique, sur la place Vendôme et donc bah, malheureusement, ça c'est pas quelque chose qui était considéré comme, un bon investissement. Alors, i c'est comme ça, Et, mais et justement, Pedro, puisque tu parles de valeur, le savoir-faire paysan, le savoir-faire des maraîchers, des horticulteurs, le savoir-faire qu'on a dans l'industrie quand on a fait Alstom, tout ce qu'on a créé, ce savoir-faire-là, si on est en train de le perdre ou qu'on se fait piquer nos entreprises par les autres, on va perdre très très gros et on mettra beaucoup de temps à remonter la pente. oh oui, tout à fait. Non, mais c'est de toute façon, tout est toujours très, très compliqué. Hem, c'est pour ça que, il faut se battre au jour le jour et qu'il faut permettre aux agriculteurs, justement, de pouvoir s'exprimer, leur donner la parole. Parce que sinon, en fait, vous allez juste disparaître dans l'indifférence totale et on nous dira: «Ah bah, oui, c'était pas rentable. Bah, maintenant, on va acheter nos moutons, en, en Nouvelle-Zélande» ou je sais pas où. «Oh les pauvres, ça marchait pas». Comme on a abandonné, la sidérurgie, comme on a abandonné le travail dans les mines. Alors les gens disent: «Oui, mais le travail dans la mine, c'était horrible». Oui, mais on aurait pu moderniser, on a juste abandonné, on n'a pas cherché à améliorer. On n'a Mais pas cherché à améliorer. c'est quand même des choix politiques parce que quand on regarde bien, Pedro, Eric, les petits commerces, les petites épiceries, les petites PME, les petits pompistes, il y avait des stations pour prendre de l'essence autrefois, c'est pas si vieux que ça. Les gens qui avaient des magasins de vêtements, les commerçants, ils ont disparu. 62% des communes en France n'ont plus de petits commerces. La grande distribution a tout raflé. Eh ben, sur ces belles paroles ou attendez, j'essaye de trouver une image positive pour la Oui, mais fin parce que je trouve il y a des solutions. Hein. Faut aller vers les projets alimentaires territoriaux, revenir sur le local, et puis après, pour ce qui est du reste, bah, Pedro comme Eric, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Faut remplacer nos dirigeants politiques par des souverainistes. mmh, voilà, Ouais. j'ai trouvé Non, l'image c'est surtout qu'il faut préparer des plans B. En fait, il faut, quand on supprime quelque chose, il faut avoir le truc à mettre à la place, directement et savoir comment on fait la transition tout de suite, quoi. C'est ça qui est difficile, voilà enfin donc qui est difficile, sur pour lequel il faut travailler. partager une note d'espoir, donc je montre une autre œuvre de mon père qui elle est dans le métro de São Paulo et donc là une espèce de d'oiseau de la paix avec, les gens qui essayent de l'attraper mais qui n'y arrivent pas vraiment. Bon, espérons que Mmh. il au moins quelque chose de positif sorte parce que, c'est on ne peut plus vivre dans ce monde, on est tous en train d'être Ah non, écrasés. dans ce monde où il n'y a que le mot compétition, et pour l'agriculture, l'alimentation, c'est la santé, c'est indispensable. Ce n'est pas ridicule du tout, ça existait autrefois, d'avoir des abattoirs municipaux, faut les raisonner peut-être au niveau d'une région, d'avoir des petits outils de transformation pour le lait, hein. Mais le service public, si plus on va tirer dans le service public, plus les gens pauvres vont souffrir. Il y a un top domaine où le service public est indispensable. Eh bien, merci beaucoup. Oui et beh, je si vous êtes curieux, vous cherchez, Gontran, Gouanaès, comme moi, et vous pourrez voir, mon père a été très prolixe dans son comment ça s'appelle? Dans son œuvre et dans sa production toute sa vie et donc très, très aux côtés des agriculteurs. C'est pour ça que je suis sensible à la cause agricole depuis très, très jeune et voilà. Mais être artiste engagé et se battre pour, les plus faibles, généralement, ça ne nourrit personne
c'est bien pour, éthiquement, moralement et cetera. Bah, tu connais très bien le cas avec le SAMU, social agricole Mmh. et malheureusement, ça ne rapporte pas. Mais ça rapporte humainement, ça ne rapporte pas financièrement. Donc souvent, les gens se sacrifient beaucoup pour, se battre pour les autres et voilà, c'est comme ça. Mais il y a pas de regret. Bien, voilà. Bon, ben, merci beaucoup, hein, Pedro. Bah, c'est moi qui te remercie et merci beaucoup à Eric. À bientôt, Eric. Et merci à tous les téléspectateurs, du moins, À bientôt. spectateurs qui étaient avec nous. Merci à Edwige, je crois, qui a refait un don encore aujourd'hui Ouais. et c'est vraiment sympa et vraiment, je pense que, comme je vous l'ai dit et je rappelle parce qu'on est hier, c'était le 8 mai, aujourd'hui, c'est le 9 mai, il f il faut vraiment, si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, heu il faut leur rappeler ce que c'était l'horreur de la deuxième guerre mondiale, les causes de la deuxième guerre mondiale et pourquoi il faut pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que si nous, on oublie, les autres recommenceront. Tout à fait. Si les gens veulent nous soutenir, ils peuvent faire un don. Ils vont sur le site SAMU Social Agricole National. Nous, on est des bénévoles. Demain, je vais en Ille-et-Vilaine donner un coup de main à rendre visite à un gars qui est en difficulté. Voilà. Donc, ça nous paye nos frais d'essence. Voilà. Mmh. Donc, si les gens veulent faire un don, ils donnent ce qu'ils veulent, hein. Ils peuvent donner 1 euro. Et ben, c'est très bien. Bah, merci à vous. Merci à vous tous et n'oubliez pas demain, alors ce soir, émission Hervé Carrez, demain, 1re émission en live de Sébastien Migliore avec ses supers invités dont le pâtissier de la reine d'Angleterre, ou je veux pas dire de bêtises et et un autre invité, une super nouvelle émission. On a une vidéo de Todd qui arrive et il y a plein d'autres choses et donc voilà. Merci beaucoup, merci à tous et ben, bon week-end et pour ceux qui vous fait beau, au moins profitez encore du soleil tant que c'est gratuit. À bientôt. À bientôt. Bientôt. Au revoir. Merci.